On dit souvent que créer une hybride performante relève du hasard. Faux. C'est aussi absurde que de croire qu'un kolkhoz pouvait survivre au blocus simplement en espérant que les poules pondent. Cette illusion industrielle, moderne, confortable, vole en éclats dès qu'on replonge dans les archives rurales de l'ex-URSS, là où la génétique ne se disait pas, elle se pratiquait. 1942, oblast de Novgorod. Les villages encerclés par la faim improvisent des poulaillers communautaires, construits de planches dépareillées, chauffés au fumier chaud et au souffle gelé des paysans. Ukraine centrale, 1946. Après la sécheresse noire, ce sont les Chorny Orpington locaux, ancêtres populaires de l'Australorp, qui tiennent la population debout grâce à leur cycle de ponte robuste, malgré le fourrage pauvre. Même au Kazakhstan, dans les kolkhozes de Kizilorda, les femmes racontaient comment les cornis béliers, rapportés des stations d'élevage de Tachkent, transformaient miraculeusement chaque poignée de mil dans la mangeoire en un œuf presque quotidien. Dans ces régions où le vent arrachait les portes et où le gel sculptait des stalactites sur les toits en torchis, ces races rustiques n'étaient pas des sujets d'exposition, elles étaient une infrastructure de survie. Pendant les famines de 1932 à 1933, puis durant la reconstruction des années 1950, les poulaillers partagés fonctionnaient comme de véritables banques alimentaires. Un œuf, c'était 6 grammes de protéines, 1,5 g de leucine, 60 mg de choline, 135 microgrammes de vitamine A. Assez pour qu'un enfant tienne debout une journée de plus. Assez pour qu'un soldat blessé reprenne des forces. Assez pour que les villages repoussent le désespoir. Pourtant, ce que les anciens savaient empiriquement, que certaines combinaisons de lignées donnaient des poules 2 fois plus dures et 3 fois plus généreuses, la science moderne le nomme aujourd'hui hétérosis. Dans ces communautés rurales, on ne parlait pas d'allèles, mais on comprenait le principe. Une poule noire au squelette dense résistait au froid. Une blanche affûtée déclenchait sa ponte tôt et mangeait peu. Les croisés s'étaient créé un moteur hybride avant l'heure, optimisé pour les réalités brutales du climat continental. Hiver à moins 30 degrés Celsius, été brûlant où la terre se fendille, alimentation monotone à base d'orge, betteraves fourragères et résidus de moulins collectifs. Derrière cette pratique se cachait un mécanisme biologique fascinant. Lorsque 2 lignées génétiquement éloignées sont combinées, leurs gènes récessifs silencieux s'allument parfois comme des interrupteurs oubliés. Le métabolisme s'emballe, la croissance s'équilibre, le système immunitaire double ses défenses. Résultat, une poule capable de transformer 120 grammes de grains grossiers en un œuf dont la qualité nutritionnelle surpassait celle des souches pures. Mais bien sûr, cette sagesse rurale n'avait aucune place dans l'économie moderne. Les supermarchés préfèrent l'uniformité. Œufs calibrés, poules standardisées, performances brevetées. Et c'est là que le mensonge commence. On ne peut pas breveter une Australorp, on ne peut pas breveter une Leghorn, on ne peut pas breveter un croisement que des arrière-grands-mères réalisaient dans leur cour en terre battue. Alors l'industrie a effacé ces pratiques, comme elle a effacé les poulaillers communautaires des kolkhozes, pour vendre du nouveau, qui n'est qu'une imitation stérile de l'ancien. Pourtant, rien n'empêche aujourd'hui un éleveur de reprendre ce savoir traditionnel. Connaître le climat de sa région, sélectionner une lignée robuste pour l'ossature, une lignée légère pour la cadence, offrir un apport équilibré en lysine et méthionine pour soutenir la ponte, 3 gestes, 1000 fois plus puissants qu'un sac d'aliments premium vendu à prix d'or. Souviens-toi, l'autonomie commence par un œuf. L'archive suivante t'attend, prête à rouvrir ce que l'industrie voudrait laisser dormir sous la poussière. Les connaissances ne survivent que si nous les transmettons. On croit souvent que l'histoire avance en ligne droite, mais il suffit d'ouvrir les carnets d'éleveurs soviétiques pour comprendre que la génétique avicole s'est construite dans les fissures, pas dans les laboratoires. Les véritables ingénieurs du vivant travaillaient avec des mains gelées, des lampes à pétrole et des poules qu'on sauvait avant même de sauver les archives. Et notre hybride vedette, ce Futurostret dont nous dévoilons aujourd'hui l'anatomie technique, n'est pas né d'un caprice moderne. Il plonge ses racines dans un siècle de sélection empirique, forgé sous le vent rugueux de l'Est. Pour saisir ce qui rend cette F1 aussi puissante, il faut remonter aux années 1920, dans la région de Tambov, où les premiers programmes de croisement entre Orpington Chorny, locaux, et Leghorn Belly, importés,
furent tentés pour renforcer la ponte des kolkhozes néonés. Les registres mentionnent des essais bricolés, mais redoutablement efficaces. On notait la cadence de ponte avec un morceau de craie sur les portes des clapiers. À Dnipro, en Ukraine, les stations d'État avaient déjà observé que les lignées noires donnaient des poules au thorax large, capables d'emmagasiner des réserves énergétiques indispensables pour la pompe d'hiver, tandis que les blanches apportaient une explosion métabolique permettant un démarrage ultra précoce dès que les jours rallongeaient. Ce contraste, ce duel presque poétique entre inertie robuste et rapidité affamée, est le cœur même de l'hétérosis. Mais ce que les scientifiques décrivent comme un accroissement de performance supérieur à la moyenne des parents était, dans les villages, expliqué autrement. Marie la force au nerf et tu obtiens une poule qui travaille comme deux. Aujourd'hui, nous pouvons détailler ces mécanismes avec précision. La Leghorn transmet une expression élevée de gènes régulant l'activité des mitochondries. Ces petites usines cellulaires responsables de transformer un aliment pauvre en énergie utilisable. Sa densité mitochondriale augmente d'environ 12 à 18% par rapport à des races lourdes traditionnelles, ce qui explique pourquoi elle maintient une ponte élevée, même avec un régime basique composé de mélanges d'orge, tourteaux de tournesol et résidus de pommes de terre, typique du Bélarus rural. L'Australorp, au contraire, ne mise pas sur la vitesse, mais sur la stabilité. Son calcium osseux est 8 à 11% plus dense, sa matrice protéique plus riche en hydroxyproline, élément clé pour la solidité de la coquille. Ensemble, ces lignées créent un hybride capable d'absorber les chocs thermiques. Dans la région de Kostroma, les hybrides issus de ces combinaisons montraient un taux de ponte stable, même après des baisses de température soudaines de 15 degrés Celsius en une nuit, alors que bien des souches industrielles actuelles perdent 20 à 30% de production au moindre stress. L'explication ? Une régulation hormonale améliorée. Les ostrètes affichent un axe hypothalamo-hypophysaire moins sensible aux fluctuations d'adrénaline, ce qui réduit les pics de cortisol aviculaire responsables des chutes brutales de ponte. Résultat, une courbe plus plate, plus fiable, plus rentable pour les petites exploitations. Mais ce patrimoine génétique, qui a fonctionné pendant des décennies dans les campagnes post-soviétiques, a été méthodiquement effacé du commerce moderne. Pourquoi ? Parce que les hybrides F1 traditionnels ne peuvent pas être standardisés pour l'industrie. Ils ne rentrent pas dans les chaînes de production brevetées. Ils ne produisent pas d'œufs parfaitement identiques 365 jours par an, car ils produisent mieux là où ça compte, dans la résilience, la rusticité, la sobriété alimentaire. Et ce genre de performance ne se vend pas en cage industrielle. On ne peut pas déposer un brevet sur le gène E du plumage noir. On ne peut pas privatiser la robustesse d'une lignée paysanne transmise de grand-mère en petite fille. Alors on les a retirés des rayons, remplacés par des hybrides stériles qui obligent les éleveurs à racheter chaque année de nouveaux lots. L'économie impose l'oubli. Mais la terre, elle, se souvient. Car dans les campagnes du Kazakhstan, on parle encore des poules mixtes, qui pondaient même pendant les tempêtes de poussière. En Biélorussie, on raconte que ces hybrides avalaient du grain de moindre qualité sans faiblir. Et en Russie centrale, certains éleveurs jurent que ces souches étaient capables de récupérer d'une carence en vitamine D en un seul cycle ensoleillé. Tout cela s'explique scientifiquement. Grâce à l'hétérosis, l'ostrette optimise l'absorption intestinale de deux acides aminés pivots, la lysine, moteur de la croissance tissulaire, et la méthionine, clé de la qualité de plume et de la performance ovulatoire. La biodisponibilité augmente de 7 à 9% selon les conditions climatiques, un avantage colossal en système semi-rustique. Pour les éleveurs d'aujourd'hui, ces découvertes ne sont pas de simples anecdotes historiques, elles forment un guide opérationnel. Choisir deux lignées génétiquement éloignées, comme nos légendaires noires et blanches, maintenir une alimentation simple mais cohérente, riche en acides aminés essentiels, surveiller les premiers mois pour identifier les sujets les plus équilibrés, voilà le cœur de la méthode. Quelques gestes suffisent pour réveiller un potentiel que l'industrie préfère voir disparaître sous des couches de marketing. Car au fond, ce n'est pas qu'une histoire de poules, c'est une histoire d'autonomie. De villages qui ont survécu non pas grâce aux promesses de l'État, mais grâce à leur compréhension du vivant. Et aujourd'hui, nous pouvons choisir de renouer avec cette souveraineté. L'ostrette n'est pas seulement une hybride efficace, c'est un rappel.
Lorsque nous reprenons en main notre génétique, notre climat, notre nourriture, nous reprenons en main notre destin. La prochaine archive approche, prête à révéler ce que l'industrie n'a jamais voulu que vous sachiez. On pourrait croire que la science moderne a tout inventé. Pourtant, chaque fois que j'ouvre les registres poussiéreux des stations avicoles de l'époque soviétique, une évidence surgit. Les paysans avaient compris la mécanique de la performance bien avant que les généticiens ne trouvent les mots pour la décrire. Et si aujourd'hui nous parlons de l'Ostret comme d'un chef-d'œuvre d'ingénierie biologique, c'est parce qu'il concentre en lui un siècle d'expérimentation menée dans les climats les plus ingrats du continent post-soviétique. Dans le kraï de l'Altaï, les hivers pouvaient descendre à moins 40 degrés Celsius. Là, les poux noirs rustiques étaient les seuls capables de maintenir une densité osseuse suffisante pour pondre un œuf par semaine, même lorsque l'alimentation se limitait à des tubercules gelés et des résidus de moulins. À l'opposé, dans la steppe kazakh de Djambil, les légornes blanches s'adaptaient aux étés où le sol se crevasse comme une céramique brûlée. Leur métabolisme rapide, aujourd'hui mesuré par une concentration plus élevée d'enzymes oxydatives dans les fibres musculaires, leur permettait d'absorber l'énergie des grains secs comme si chaque particule valait de l'or. Ce contraste géographique a façonné une compréhension intuitive. Pour obtenir une poule capable de produire toute l'année, il fallait fusionner deux mondes, la réserve énergétique de l'australorpe et la cadence implacable de la légorne. Mais la clé, celle dont personne ne parlait parce qu'elle était invisible à l'œil nu, résidait dans la complémentarité hormonale. Les villagers de la région de Gomel, en Biélorussie, avaient remarqué que les noirs reprenaient la ponte plus vite après un stress climatique, alors que les blanches commençaient leur cycle reproductif beaucoup plus tôt en saison. Ce que les scientifiques confirmeraient plus tard. La légorne active précocement ses récepteurs de FSH, déclenchant la maturation folliculaire avant toutes les autres races, tandis que l'australorpe possède une glande thyroïde plus réactive, indispensable pour stabiliser la thermorégulation et la production d'œufs en hiver. L'ostret hérite des deux. Résultat, une poule prête à pondre dès la fin de sa 18e semaine, mais capable de maintenir un rythme constant même sous les conditions extrêmes des zones rurales de Russie centrale. Ces nuances, l'industrie ne les met jamais en avant. Elle préfère parler de performances uniformes, d'animaux optimisés, comme si la nature n'était qu'une machine. Pourtant, derrière cette uniformité se cache un paradoxe économique. Si le modèle commercial repose sur des hybrides brevetés, reproductivement verrouillés, ce n'est pas pour améliorer la productivité, mais pour maintenir la dépendance. Car une F1 comme l'Ostret, issue de deux lignées libres de droit, ne peut être brevetée. Elle ne rapporte rien aux géants de l'aviculture industrielle, mais tout aux éleveurs autonomes. Dans les années 1980, lorsque la transition économique de l'URSS a fragilisé les chaînes d'approvisionnement, certains kolkhozes ont recommencé à produire leurs propres croisements, combinant légornes des stations de Minsk avec des australorpes de petits élevages familiaux. Ces hybrides montraient un phénomène fascinant, une baisse de mortalité de 12 à 15% durant les hivers les plus rigoureux. L'explication biologique est limpide. L'hétérosis permet une meilleure régulation du stress oxydatif, grâce à une augmentation des superoxydes dismutases, des enzymes capables de neutraliser les radicaux libres produits lors des variations thermiques extrêmes. Une poule moins stressée est une poule qui pond. Une poule qui pond permet à une famille entière de survivre. On comprend alors pourquoi l'industrie a éliminé ces pratiques. Elle donne du pouvoir à ceux qui travaillent la terre, pas à ceux qui la vendent. Pourtant, les archives nous rappellent une autre vérité essentielle. Dans le district de Poltava, en Ukraine, des poules issues de ce type de croisement étaient capables de transformer des pâturages maigres, herbes sèches, orties, restes de silos, en des œufs qui affichaient des taux de caroténoïdes supérieurs de 20% par rapport aux races pures. Ce n'était pas un miracle, juste une biologie optimisée. Le foie de ces hybrides, plus performants, convertissait mieux la lutéine et la zéaxanthine pour colorer les jaunes, indicateur direct d'un système digestif robuste. Pour notre vidéo, il est essentiel de montrer que tout ceci n'est pas une nostalgie romantique, c'est un guide, un manuel de terrain. Car recréer un ostret aujourd'hui, c'est simple. Sélectionner une australorpe à fort coffre, une légorne à crête vive, optimiser la ration en lysine, 0,85%, et en méthionine, 0,38%,
veillez à offrir de l'eau tiède en hiver pour limiter la dépense calorique. 3 gestes, 3 leviers, 3 outils pour réveiller un pouvoir génétique que l'industrie voudrait voir enterré avec les kolkhozes et les cahiers de ferme collectives. Et pourtant, chaque fois qu'un éleveur recrée cette F1, c'est comme si une archive s'ouvrait à nouveau. Comme si une vieille vérité sortait de l'ombre. La génétique paysanne est un héritage vivant. L'Ostrette n'est pas qu'une hybride performante, elle est une révolte, une affirmation. Une preuve que l'autonomie n'est jamais un accident, mais un choix. Et comme toujours, ce choix commence dans un poulailler. Bientôt, nous ouvrirons l'archive suivante. Dans les archives de Mogilev, un technicien avicole notait en 1967 « Le futur appartient aux oiseaux qui savent survivre là où les usines ne peuvent pas être construites ». Cette phrase, griffonnée en marge d'un rapport météo, décrit parfaitement l'architecture biologique de ce qui deviendra plus tard l'hybride que nous appelons aujourd'hui Ostrette. Un oiseau pensé non pas pour une cage climatisée, mais pour un pays où les hivers écrasent les poutres et où les étés font craquer la terre. Pour comprendre sa singularité, il faut examiner chaque millimètre de son anatomie fonctionnelle, cette carcasse calculée, cette machine vivante façonnée pour transformer l'énergie brute du milieu en productivité constante. Tout commence par le squelette. Les australorpes des régions de Ryazan avaient une particularité notoire, un ratio calcium/phosphore très stable, même en période de carence alimentaire, ce qui donnait des os plus denses, plus lourds, plus aptes à soutenir des cycles répétitifs de ponte. Les légornes, elles, affichaient des os légers, presque graciles, mais un métabolisme calcique rapide. L'Ostrette combine ces deux extrêmes pour créer une structure intermédiaire incroyablement efficace. Assez robuste pour résister à l'usure des cycles longs, assez légère pour maintenir un FCR optimal. Une poule qui n'a jamais lu un manuel d'économie, mais qui l'applique à chaque battement de cœur. Son système circulatoire révèle un autre secret hérité des lignes noires, un volume cardiaque légèrement supérieur à la moyenne industrielle. Les stations de Volgograd l'avaient observé dès 1974. Les croisées issues de lignées rustiques possédaient une meilleure irrigation périphérique, réduisant les risques de congestion et améliorant l'oxygénation cellulaire, indispensable lorsque la température chute sous -20 degrés Celsius ou grimpe au-dessus de 34 degrés Celsius. En clair, l'Ostrette respire mieux, pompe mieux, résiste mieux. Et ce n'est pas un hasard, c'est de la biologie dirigée. Passons au plumage, ce manteau thermique vivant. Dans les villages de Koursk, les anciens affirmaient qu'une poule blanche renvoie le soleil mais retient mal la nuit. À l'inverse, les australorpes, noirs comme du charbon, absorbaient la chaleur du jour, mais surchauffaient parfois en été. L'Ostrette, elle, adopte le meilleur des deux mondes. Plumage blanc majoritaire, grâce au gène inhibiteur de la légorne, mais infiltré de marques sombres irrégulières, cette fameuse mosaïque pigmentaire témoin de l'interaction entre inhibition épistatique et gène E. Ces taches ne sont pas décoratives. Elles augmentent la variabilité thermorégulatrice, zone claire pour refléter, zone sombre pour capter. Une poule qui module sa température, comme un panneau solaire vivant. À l'échelle cellulaire, ce plumage révèle un atout majeur, une teneur accrue en méthionine sulfurée, essentielle pour la résistance mécanique des plumes. Dans les élevages de plein air du Kazakhstan, les hybrides ainsi plumés perdaient 40% moins de plumes lors des mues forcées par le stress. Une économie énergétique immense, moins de réparations tissulaires, plus de ressources pour la ponte. Examinons maintenant le système digestif, souvent négligé, mais au cœur de la performance. Dans les fermes collectives du Donbass, les éleveurs disaient « La bonne poule, c'est celle qui sait mâcher la pauvreté ». Et c'est exactement ce que l'Ostrette fait. Grâce à ses mitochondries héritées de la légorne, elle optimise la dégradation des hydrates de carbone même lorsque ceux-ci proviennent de sources pauvres, silos fermentés, orge basse qualité, restes de pain, racines stockées en fosse. Les tests menés à Semey, au Kazakhstan, avaient montré une absorption améliorée de la lysine, plus 9%, et de la tréonine, plus 6%, par rapport aux races pures. Ces acides aminés, vitaux pour la croissance folliculaire et la qualité albumine, donnent aux œufs de l'Ostrette une viscosité interne supérieure, un signe de fraîcheur et de haute valeur nutritionnelle. Parlons-en de ces œufs, non pas comme un simple produit, mais comme un capteur métabolique.
Leurs coquilles présentent une densité accrue de 5 à 8% grâce à l'apport osseux australorpe, ce qui les rend moins fragiles pendant les variations hygrométriques, un problème récurrent dans les greniers et celliers ruraux. Leur jaune, quant à lui, montre des concentrations élevées en pigments xanthophiles. Les poulaillers de Tchernihiv avaient remarqué que les hybrides consommaient mieux les verdurettes pauvres des fossés, oseilles sauvages, épilobes, orties, et en tiraient un jaune intense, preuve d'une absorption optimale. C'est de la chimie appliquée autant que de la tradition. Et pourtant, aucune de ces qualités n'apparaît dans les rayons des supermarchés. Pourquoi ? Parce que le modèle industriel repose sur la prévisibilité absolue. Même couleur, même taille, même poule, même cycle. L'ostrette, elle, est vivante, c'est-à-dire imprévisible dans les détails, mais supérieure dans l'ensemble. Sa performance ne peut pas être encapsulée dans une fiche technique standardisée, et surtout, elle ne peut pas être verrouillée par un brevet. Toutes les lignées parentales sont libres, toutes les connaissances sont publiques, et ça, l'industrie ne peut pas le tolérer. Alors elle a remplacé les poules de ferme par des unités de production calibrées, limitées, dépendantes d'un renouvellement annuel. Pourtant, l'ostrette rappelle une vérité simple. L'autonomie est un patrimoine, une compétence, un muscle. Et ce muscle s'atrophie si on ne l'utilise pas. Pour l'éleveur moderne, les applications pratiques sont limpides. Choisir un coq australorpe au dos large et à la crête ferme, sélectionner des poules Leghorn réputées pour l'entrée en ponte précoce, enrichir la ration en vitamine D3 durant les jours courts, maintenir un ratio protéines/énergie équilibré autour de 16%, assurer un accès constant à l'eau non gelée. 5 gestes, 5 leviers qui suffisent à réveiller une machine biologique pensée pour endurer la steppe, la neige, la poussière, la pénurie. L'ostrette n'est pas qu'un hybride. C'est un rappel de ce que les villages ont toujours compris. La génétique est un outil d'émancipation. Et tant que nous la transmettons, elle ne peut pas mourir. Bientôt, nous ouvrirons la prochaine archive, là où se cachent les secrets de la gestion productive longue durée. Il existe une croyance tenace selon laquelle la performance avicole se jouerait uniquement dans le présent, dans le maintenant industriel. Mais pour comprendre pleinement pourquoi l'ostrette domine, il faut traverser le temps, dérouler les strates d'expérience accumulées dans les villages post-soviétiques, ces laboratoires involontaires où la rusticité était une condition de survie, pas un argument marketing. L'hybride dont nous parlons aujourd'hui, produit calculé de 2 lignées diamétralement opposées, trouve sa suprématie non seulement dans son patrimoine génétique, mais dans sa capacité à dialoguer avec son environnement. Là réside l'ultime clé que l'industrie refuse de reconnaître. Commençons par la gestion des cycles longs. Dans les stations de Rostov-sur-le-Don, les techniciens avaient remarqué un phénomène fascinant sur les hybrides issus des croisements noir-blanc. Leur courbe de ponte ne suivait pas la ligne classique en cloche, mais une sinusoïde atténuée. Au lieu d'un pic brutal suivi d'un déclin rapide, typique des hybrides industriels sélectionnés pour la rentabilité immédiate, l'ostrette maintenait une production stable sur plus de 80 semaines, avec une chute progressive et non un effondrement. Ce comportement, longtemps perçu comme atypique, reçoit aujourd'hui une explication scientifique claire. La variabilité génétique issue de l'hétérosis confère une capacité supérieure à réguler les pertes folliculaires. Les ovaires ne s'épuisent pas soudainement, ils s'ajustent, s'adaptent, économisent les ressources. Dans les villages de Kalouga, on disait que ces poules savaient se reposer en travaillant. Ce proverbe prend un sens biologique précis. L'activité hormonale de l'ostrette est moins explosive, mais plus durable, ce qui maximise la quantité totale d'œufs produits par cycle. Passons à un autre aspect capital, la résistance immunitaire. Dans les fermes collectives des plaines de l'Ouzbékistan, les éleveurs avaient documenté que les hybrides F1 noir-blanc présentaient 30 à 40% moins de cas de coccidiose durant les saisons humides. Les archives vétérinaires montrent également une diminution des infections bactériennes opportunistes, notamment celles liées à Escherichia coli et Pasteurella. Aujourd'hui, grâce aux analyses modernes, nous savons pourquoi. L'hétérosis agit sur l'expression des gènes codant pour l'interféron gamma, pilier du système immunitaire aviaire. L'ostrette n'est pas seulement résistante parce qu'elle est robuste, elle l'est parce que son patrimoine immunogénétique est amplifié. Sa moelle osseuse produit plus de lymphocytes fonctionnels, sa rate réagit plus vite, ses macrophages circulants éliminent mieux les agents pathogènes.
Là où une Leghorn pure tomberait malade sous un choc thermique et où une Australorp pure mettrait des jours à récupérer d'une infection digestive, l'Austrette poursuit sa ponte. Non pas par miracle, mais par optimisation métabolique. Et cette résistance, un point crucial, n'exige pas de conditions d'élevage stériles. Elle prospère justement dans ces environnements mixtes, semi-rustiques, où les bactéries et les variations climatiques sont la norme. Examinons maintenant la dimension énergétique, véritable cœur économique de notre hybride. Dans la région de Koursk, les hybrides noir-blanc consommaient en moyenne 115 à 120 grammes de grains par jour pour produire des œufs de 60 à 63 grammes, un ratio que les éleveurs notaient avec fierté sur des tableaux pendus au mur des granges. Aujourd'hui, cela correspond à un FCR approximatif de 1,9 à 2,1. Performance exceptionnelle pour un oiseau non industriel, surtout en conditions extensives. Pourquoi cette efficacité énergétique? Parce que l'Austrette adopte une stratégie double, métabolisme rapide pour convertir les nutriments avec la précision Leghorn et réserve corporelle plus importante grâce à son ossature Australorp, ce qui lui évite les cycles de stress cataboliques. Autrement dit, elle produit sans s'user. Même dans les situations extrêmes, sécheresse au Kazakhstan, gel prolongé en Carélie, pénurie fourragère en Biélorussie, elle continue à pondre là où d'autres s'éteignent. Il faut aussi souligner un élément comportemental souvent escamoté par l'industrie, mais crucial en production réelle, la gestion du stress social. Les Leghorns sont nerveuses, réactives, presque électriques. Les Australorps sont calmes, observatrices, peu conflictives. L'Austrette, avec son caractère hybride, adopte une posture intermédiaire qui la rend idéale pour les systèmes multi-âges et les exploitations familiales. Elle est suffisamment vive pour chercher sa nourriture en plein air, activité essentielle pour réduire les coûts de ration dans les régions où les pâtures sont maigres, mais suffisamment docile pour ne pas s'épuiser en conflit. Les stations d'essai de Minsk avaient mesuré une réduction de 22% des blessures liées au piquage dans ces hybrides, comparées aux Leghorn pures. Une poule moins stressée est une poule qui mange mieux, pond mieux et vit plus longtemps. Voici un autre point que l'industrie passe sous silence. La longévité productive ruine leur modèle économique. L'Austrette est rentable parce qu'elle est durable, parce qu'elle n'exige pas un renouvellement annuel, parce qu'elle ne dépend pas d'une logistique de masse, parce qu'elle redonne à chaque éleveur le contrôle de sa production. Et comme la nature, rappelons-le encore une fois, ne peut pas être brevetée, ce modèle est considéré comme une menace par ceux qui préfèrent vendre des cycles plutôt que du savoir. Pour l'éleveur moderne, les applications sont directes. Maintenir un parc mixte comprenant un coq Australorp pour 8 à 10 poules Leghorn. Pratiquer une sélection rigoureuse des poussins, selon la couleur des tarses, méthode sex-linkée héritée des gènes paternels et maternels, fournir un complément de vitamine B7 en hiver pour éviter les pertes de productivité liées à la sécheresse cutanée. Installer un éclairage progressif pour soutenir la ponte durant les jours courts. Ce ne sont pas des techniques d'usine, ce sont des techniques de liberté. L'ultime vérité, la plus importante, est celle-ci. L'Austrette n'est pas seulement une hybride performante. Elle est la preuve vivante que la génétique appliquée peut servir l'autonomie rurale plutôt que l'industrie. Elle incarne ce que les villages de Russie, d'Ukraine, du Kazakhstan, de Biélorussie ont toujours su. La Terre offre des solutions que les marchés ne savent pas voir. Si nous voulons que ces solutions survivent, nous devons les transmettre. L'archive se referme lentement, mais une autre attend déjà, parce que chaque éleveur qui produit sa propre lignée ouvre plus qu'un poulailler. Il ouvre un chemin vers l'indépendance.